Dans une vidéo prise sous couverture, deux médecins de Wuhan mettent en lumière la dissimulation du virus par le régime chinois. Les États-Unis signalent qu'ils prévoient de maintenir une position ferme vis-à-vis de la Chine. Une conseillère de Biden parle de faire preuve d'une patience stratégique dans l'approche de la question. En Chine, un jeune homme meurt d'une mort lente après avoir vécu dans une grande pauvreté, quelques semaines à peine après que les autorités chinoises ont déclaré le pays libre de toute pauvreté. Et la guerre commerciale de la Chine avec l'Australie semble se retourner contre elle. Les exportations australiennes vers la Chine sont visiblement montées en flèche en décembre. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Une vidéo prise sous couverture a attiré l'attention du public. Elle pourrait mettre en lumière la dissimulation du virus par la Chine communiste. Dans cette vidéo, deux médecins de Wuhan affirment que les autorités chinoises savaient dès décembre 2019 que le virus du PCC pouvait être transmis d'une personne à l'autre. Mais ils ont dit au personnel médical de ne pas divulguer l'information. Pékin n'a pas admis que la transmission interhumaine était possible avant le 20 janvier 2020. Le média britannique ITV a filmé la vidéo d'infiltration dans le cadre d'un documentaire sur le virus. Les deux médecins montrés dans la vidéo sont originaires de Wuhan, d'où il a été largement admis que l'infection a commencé là-bas. Selon le documentaire, les médecins ont été témoins de certains des premiers cas de virus dans le pays. L'un d'eux explique qu'un parent d'une personne qu'il connaît est mort du virus vers fin décembre ou début janvier, ajoutant que beaucoup de ceux qui vivaient avec cette personne ont également été infectés. L'autre médecin a déclaré, je cite, « Nous savions que ce virus se transmettait d'homme à homme, mais lorsque nous avons assisté à une réunion à l'hôpital, on nous a dit de ne pas parler. Les dirigeants provinciaux ont dit aux hôpitaux de ne pas dire la vérité. » Les médecins ont également mentionné que les autorités savaient que les célébrations du Nouvel An 2020 accéléreraient la propagation du virus, mais ils n'ont pas tiré la sonnette d'alarme permettant aux événements de se dérouler comme prévu. Ceci parce que, je cite, « Un tel événement présenterait une société harmonieuse et prospère ». En Chine, un jeune homme est mort d'une mort lente après avoir vécu dans une grande pauvreté. Son histoire apparaît quelques semaines à peine après que le Parti communiste chinois a déclaré que la Chine était exempte de pauvreté. Cette histoire illustre le contraste entre le discours des autorités et la réalité du terrain. Donma de NTD nous donne les détails. Une autre tragédie silencieuse a frappé la Chine. Les nouvelles du week-end ont fait état de la mort d'un jeune homme en Chine, due au fait qu'il vivait dans une extrême pauvreté. Les circonstances entourant sa mort contrastent fortement avec les affirmations du Parti communiste chinois, qui affirme que la pauvreté a été éradiquée du pays. Le jeune homme avait une vingtaine d'années lorsqu'il est décédé. Il n'avait pas de famille, en raison du décès de ses grands-parents et de la décision de son père de le renier. Il a enduré une grande pauvreté tout au long de sa vie. Des problèmes médicaux l'ont rendu trop faible pour travailler et il n'avait pas les moyens de s'instruire. N'ayant pas d'autre choix, il s'est mis à mettre en ligne des vidéos dans l'espoir de gagner sa vie, comme les youtubeurs. Il se faisait appeler Ink Tea. Mais contrairement aux youtubers grand public, il gagnait très peu d'argent en créant du contenu. En ligne, il a décrit son incapacité à se permettre des choses que la plupart des gens considèrent comme allant de soi. Dans un article, il a écrit qu'il aimerait pouvoir manger des fraises, mais qu'elles étaient trop chères pour lui. Ink Tea avait aussi une maladie à gérer, le diabète. Les traitements normaux permettent en général de faire en sorte que la maladie ne mette pas la vie de quelqu'un en danger. Mais faute de pouvoir se payer des soins médicaux, sa maladie s'est aggravée au point qu'il ne pouvait plus manger. Une maladie qui a finalement entraîné sa mort. Sa pauvreté l'a contraint à acheter des médicaments, un comprimé à la fois, car les soins de santé dans le pays excluent souvent les personnes extrêmement pauvres. Conscient de sa propre situation, Ink Tea savait que sa vie touchait à sa fin. Il a écrit en ligne qu'il allait chérir les jours qui lui restaient. Wen Zhao, commentateur des questions relatives à la Chine et travaillant dans la culture, a déclaré que l'attitude calme d'Ink Tea face à la mort provenait de l'acceptation du fait qu'il se trouvait dans une situation désespérée. Le 31 décembre, Ink Tea a écrit son dernier post en ligne, expliquant qu'il était sur son lit de mort. Il est décédé dans son appartement, seul, quelque temps après. L'histoire d'Ink Tea s'inscrit dans le contexte des déclarations de Pékin selon lesquelles la pauvreté n'existe plus en Chine. L'année dernière, les médias d'État chinois ont affirmé que toute la population du pays était sortie de la pauvreté. Les rapports ont ensuite affirmé que la Chine avait accompli un miracle dans l'histoire de l'humanité. Le cas de Ink Tea n'est pas sans précédent. Une autre tragédie similaire est survenue l'année dernière. Une jeune femme chinoise est décédée après avoir vécu avec quelques centimes par jour. Elle est morte de problèmes cardiaques et rénaux, après avoir trop peu mangé pendant 5 ans. Elle était tellement mal nourrie qu'à un moment donné, son poids était inférieur à 20 kg. La Maison-Blanche signale qu'elle prévoit de maintenir la ligne de fermeté des États-Unis envers la Chine. C'est une réponse aux récents commentaires du chef du Parti communiste chinois qui s'est exprimé au Forum économique mondial.
We're starting from an approach of patience as it relates to our relationship with China. Lors de l'événement, le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé les pays à mettre de côté ce qu'il a appelé les préjugés idéologiques et a, je cite, rejeté la mentalité dépassée de la guerre froide dans un effort pour lutter contre les défis mondiaux. Mais Jen Psaki a déclaré que ses commentaires ne changeaient rien. Elle a ajouté que l'approche de l'administration Biden sur la Chine reste ce qu'elle a été ces derniers mois, si ce n'est plus. Elle a déclaré que la Maison-Blanche cherche à s'attaquer aux menaces de la Chine avec ses propres méthodes, expliquant qu'elle vise à jouer une meilleure défense. Cela inclut la responsabilité de Pékin pour les pratiques déloyales, la protection des données américaines et le maintien de l'avance technologique des États-Unis. L'ancien directeur du renseignement national américain, John Ratcliffe, a répondu à une remarque de la secrétaire de presse Jen Psaki. Lors d'un briefing, elle a déclaré que l'administration Biden approcherait la Chine avec, je cite, « une certaine patience stratégique ». Ratcliffe a récemment déclaré à Fox News que les renseignements soutiennent la politique de fermeté de l'administration Trump envers la Chine. Ratcliffe a déclaré, je cite, « Les renseignements ne disent pas que nous devons être patients vis-à-vis de la Chine, ils disent que nous devons agir face à la Chine ». Le Parti communiste chinois a exprimé l'espoir de voir se resserrer les relations entre les États-Unis et la Chine sous l'administration Biden. L'objectif est probablement de revenir à l'époque où le président Trump n'avait pas encore mis en œuvre sa politique de fermeté. Parmi les revirements de politique que la Chine pourrait rechercher, la question de Taïwan. On ne sait pas encore comment le nouveau gouvernement américain va traiter ce sujet. Dans les derniers jours de l'administration Trump, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a pris des mesures concernant Taïwan. Il a levé toutes les restrictions sur les contacts entre les fonctionnaires américains et leurs homologues taïwanais. Cette décision a provoqué la colère de Pékin. Pompeo a déclaré que pendant plusieurs décennies, les États-Unis avaient créé des restrictions internes, je cite, dans une tentative d'apaiser le régime communiste de Pékin. Un professeur associé qui se concentre sur la diplomatie et les relations internationales dans une université taïwanaise a déclaré à la Central News Agency qu'il ne pensait pas que les relations américano-taïwanaises changeraient beaucoup à court terme. Ceci parce qu'il dit que Biden se concentrera probablement d'abord sur les questions intérieures. Graham Allison, un expert en relations internationales et l'un des conseillers de Biden, a également commenté sur le sujet. Lundi dernier, il a déclaré à la chaîne de télévision taïwanaise TVBS que, je cite, « Biden comprend qu'il n'y a qu'une seule Chine. Il n'y a aucune ambiguïté au sujet d'une seule Chine. La capitale d'une seule Chine est Pékin. Il n'y a pas de pays indépendant appelé Taïwan. » Fin de citation. Allison a ajouté que Biden doit élaborer une nouvelle politique sur Taïwan. Les États-Unis et la Chine ont suivi le modèle un pays deux systèmes pendant des décennies en ce qui concerne Hong Kong et Taïwan. Dans ce modèle, un pays désigne la Chine continentale, tandis que deux systèmes désignent des modèles de gouvernance distincts selon les régions. Le système communiste ou socialiste en Chine continentale, d'un côté, et le système démocratique libre adopté par Hong Kong et Taïwan, de l'autre. Le modèle est censé garantir que les deux systèmes de gouvernement existent parallèlement l'un l'autre et que la Chine continentale n'écrase pas les libertés de Hong Kong et de Taïwan. Mais depuis des années, la Chine continentale cherche à reprendre le contrôle de Taïwan. La Grande-Bretagne a rendu Hong Kong à la Chine en 1997 sous la promesse d'un pays deux systèmes. Mais peu à peu, Pékin a évolué vers le modèle totalitaire, un pays, un système. Avec l'adoption l'année dernière de la loi sur la sécurité nationale de Pékin sur Hong Kong, ce processus s'est accéléré et beaucoup craignent que l'état de droit et les libertés y soient érodés. Taïwan est officiellement appelée République de Chine. Elle a été établie en 1912 en Chine continentale et a dirigé la Chine jusqu'en 1949. C'est alors que le régime communiste, aujourd'hui connu sous le nom de République populaire de Chine, a pris le contrôle de la région. Depuis que la République de Chine s'est retirée sur l'île de Taïwan, Taïwan reste un pays démocratique. Mais comme les États-Unis et les Nations Unies ne le reconnaissent pas comme un pays indépendant, Taïwan est considéré par la communauté internationale comme une région de Chine. Nous nous penchons maintenant sur la guerre commerciale de la Chine avec l'Australie. La guerre commerciale semble se retourner contre la Chine. En décembre dernier, l'Australie a enregistré son 4e excédent commercial mensuel le plus élevé jamais enregistré. Cela est dû à la forte demande d'exportation australienne. Malgré les droits de douane élevés appliqués par la Chine sur les produits australiens, l'Australie a exporté beaucoup plus de marchandises vers la Chine en décembre. Les exportations australiennes vers la Chine ont augmenté d'environ 2 milliards de dollars US, soit un cinquième en décembre,
par rapport au mois précédent. Cette hausse a été principalement due aux minerais de fer et au blé. Les exportations totales de minerais de fer ont augmenté de 15%. En raison de la hausse des prix sur le marché international du fer, la Chine a payé environ 10% de plus par tonne de minerais de fer en décembre qu'en novembre. En comparaison, les importations australiennes en provenance de Chine ont diminué de 500 millions de dollars US, soit 7%. Le directeur de l'Institut des relations Australie-Chine, James Lowenson, a déclaré au journal The Australian que Pékin a été, je cite, « incapable ou peu désireux de se sevrer du minerai de fer australien de haute qualité et à bas prix ». L'excédent commercial a été produit, malgré les sanctions chinoises, sur un certain nombre de produits australiens tels que le bœuf, le vin, l'orge, le homard, le bois et le charbon. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Vous retrouverez les liens vers ces plateformes en bas de la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.